C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous. Ce soir, le journal a été préparé par les rédactions des Alpes et de Rhône-Alpes. Et à la une, la neige. Elle est arrivée tard, mais elle a fait son retour sur les sommets de la région. La neige et ses dangers. Une avalanche a fait 2 morts cet après-midi. Nous retrouverons notre journaliste en direct de Chamonix dans quelques instants. On refera également le point sur l'enquête de l'attaque de la mosquée de Valence. Il s'agit bien d'un acte isolé, aucun lien avec une entreprise terroriste. Le forcené vient d'être mis en examen. Des détails à suivre dans ce journal. La trêve des confiseurs est terminée, mais les gourmands, eux, n'auront pas fait de pause. Aujourd'hui, c'est déjà l'épiphanie, le jour de la galette des rois. Des galettes chocolatées, fruitées, pralinées et solidaires, vous allez le voir. Nous terminerons par du sport avec un week-end chargé, les 32e de finale de la Coupe de France de football d'abord. Pas de surprise, les favoris sont qualifiés. Saint-Étienne dans la douleur. Et puis en hockey, Grenoble s'incline face à Rouen sur la glace de Bercy. On commence donc par cette avalanche meurtrière en Savoie. 2 personnes ont été emportées par une coulée de neige. Marion Feutry, vous êtes en direct de Chamonix, alors que s'est-il passé exactement cet après-midi ? Alors ce que je peux vous dire, c'est que 3 alpinistes lituaniens ont été emportés effectivement dans une avalanche alors qu'ils étaient en train de faire l'ascension de la Petite Aiguille Verte. C'est un sommet des Grands Montées à Chamonix qui culmine à plus de 3500 mètres. Les 3 alpinistes étaient encordés, 2 d'entre eux ont donc perdu la vie, une femme et un homme. Le 3e est indemne, c'est lui qui a alerté les secours, ce qui a déclenché un important dispositif de recherche. Je vous propose d'écouter à ce sujet le capitaine du PGHM de Chamonix. Ce secours commandé par le PGHM a nécessité un engagement important de secouristes, étant donné qu'il était situé sur 2 chantiers. À savoir que 2 des alpinistes de la cordée sont restés bloqués dans le couloir et le 3e a continué sa chute jusque sur un replat. Alors Marion, est-ce qu'on sait déjà ce qui a causé cette avalanche ? Alors pas exactement, une enquête est en cours pour le déterminer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tombé 30 cm de neige hier sur les hauteurs. Alors ce n'est pas énorme en quantité, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup de vent lorsque la neige s'est déposée, ce qui a fragilisé le manteau neigeux. Le risque d'avalanche est donc placé à 4 sur 5 pour demain, donc la prudence est de mise dans le massif du Mont-Blanc. Merci Marion Feutry. Des flocons depuis les routes de l'Ain aux sommets alpins, plusieurs cols de la région ont même été fermés. La neige, donc, qui est arrivée un peu tard cette année. Dommage pour les vacanciers qui sont déjà repartis. Mais à Champs-Rousse, ce matin, les skieurs grenoblois, eux, en ont profité. Reportage sur les pistes fraîchement enneigées, Jean-Christophe Pain et Yves-Marie Glo. Trop cool. Trop cool. Ah, ils aiment tellement la neige qu'ils en mangeraient. Dès hier au soir, les amoureux de la glisse avaient soigneusement préparé leur matériel pour être les premiers sur les pistes ce matin. Objectif, déguster de la neige au naturel. On l'attendait celle-là, donc c'est sûr qu'on guettait les prévisions météo depuis plusieurs jours et encore hier soir, on a regardé, c'était bon, donc ce matin à 7h30 on était debout et voilà. Et voilà, parmi les chanceux à Champs-Rousse ce matin, on trouvait bien sûr les jeunes du ski club, avis d'experts sur la qualité du manteau neigeux. Comparé à avant où elle était un peu dure, c'était de la neige de canon et tout. Là, elle est vraiment bonne. On peut vraiment tailler des belles courbes. On se fait vraiment plaisir comparé en début de saison. Dommage pour les touristes qui viennent de partir parce qu'elle était un peu verglas avant, donc c'était compliqué pour eux. Mais maintenant, elle est pas mal parce que c'est vraiment frais, c'est facile à skier, donc voilà. C'est que du plaisir. Trop. Ce dimanche matin, Champs-Rousse ouvrait 15 pistes sur 42. C'est déjà plus que la semaine passée. Mais la station va encore monter en puissance dans les jours qui viennent. 30 cm de neige sont annoncés dès cette nuit. Daniel, la mémoire vivante de Champs-Rousse, espère bien ouvrir toutes les pistes cette semaine. Et puis surtout, socialement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rentrer l'ensemble du personnel. Parce qu'effectivement, il y a un tiers de mes salariés qui n'ont pas pu rentrer avec le manque de neige, parce que j'avais quand même des remontées qui ne tournaient pas. Donc là, on avait attaqué l'activité partielle et je crois que ce sera une bonne nouvelle pour les salariés d'apprendre qu'on va ouvrir le domaine.
Et Champs-Rousse emploie 110 salariés au total. Depuis longtemps déjà, ils sont dans les starting blocks. Il s'agit bien d'un acte isolé. Le procureur de la République a exclu la piste terroriste dans l'affaire de la mosquée de Valence. Une information judiciaire vient d'être ouverte pour homicide volontaire sur des militaires. Explication Sophie Valzecchi et Laurent de Bretagne. L'homme est toujours hospitalisé à Valence où il a été entendu par un juge d'instruction cet après-midi. La justice n'a pas retenu la préméditation. Il est mis en examen ce soir pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'homme encourt une peine de prison à perpétuité. Le parquet de Valence a requis sa détention provisoire. Quant à savoir pourquoi cet homme de 29 ans a foncé au volant de sa voiture vendredi sur les militaires en faction devant la mosquée de Valence, il a déclaré aux policiers pendant sa garde à vue qu'il éprouve du ressentiment envers les militaires qui tuent des civils en Syrie. Selon le procureur, ce n'est pas quelqu'un qui soutient les actions du groupe État islamique. Les documents retrouvés sur son ordinateur hier à son domicile de Bron sont des éléments de propagande djihadiste. Selon le procureur, l'homme a agi seul. Toutefois, son environnement et sa famille vont faire l'objet d'une enquête approfondie. Et dans le reste de l'actualité, à Grignan, dans la Drôme, les gendarmes ont découvert 2 corps dans une maison en feu. Il s'agit d'une fillette de 8 ans et de son père, âgé de 45 ans. C'est son employeur qui a alerté la gendarmerie après avoir découvert un message inquiétant sur Facebook. Les 2 victimes ont été retrouvées dans la même chambre. C'est donc la thèse de l'infanticide suivie d'un suicide qui est privilégiée par les enquêteurs. On l'appelle la méditation du cœur, cette technique particulière de relaxation qui permet à ses pratiquants de pacifier leurs émotions. Plusieurs milliers de personnes en ont fait l'expérience aujourd'hui et à Lyon, c'était la 2e édition de ce congrès. Au programme, des ateliers, des conférences et surtout une méditation collective. Claire Chéripela et Pascal Labbé y ont assisté. Ils sont venus de toute la France et même de toute l'Europe. 3000 visiteurs réunis par une même spiritualité appelée la méditation du cœur. Pas de posture particulière, juste le silence et la concentration 1 heure durant. Sereine, ouverte, rayonnante. C'est un peu dans cet état que je suis aujourd'hui, là, voilà. Ça m'amène principalement de la tranquillité, de la confiance en la vie, de la confiance en moi et de la bienveillance avec mes proches. Et ça, c'est un gros plus. La discipline est axée sur le cœur, considéré comme le centre du corps et de la spiritualité. Si on veut vraiment ressentir pleinement, se plonger dans les effets et garder ces effets sur le long terme, c'est bien de méditer tous les jours. Donc il faut se réveiller le matin et méditer tous les jours. Et ça, on fait de la place, voilà, dans son quotidien petit à petit. La méditation du cœur est née en Inde au début du XXe siècle. Elle s'est développée en France dans les années 70 et aujourd'hui elle connaît un intérêt croissant en Occident sous une forme plus épurée. L'idée de la méditation Heartfulness, c'est de pouvoir apprendre à méditer partout où on est. On est dans un aéroport, on est dans une voie ici comme ça où il y a beaucoup de gens autour. Ben, on peut s'asseoir, prendre 2 minutes et puis simplement descendre à l'intérieur du cœur et pouvoir se ressourcer. Donc c'est ça l'idée, c'est que ce soit vraiment un outil qu'on puisse utiliser partout. Et la démarche séduit. Loin des ashrams traditionnels, la méditation du cœur aurait fait en France 4000 adeptes. Les fêtes sont à peine terminées et les pâtissiers retournent déjà à leurs fourneaux. Cette année, le calendrier est serré et il va déjà falloir remettre le couvert car c'est aujourd'hui, premier dimanche de l'année, le jour de la galette. Certains boulangers rivalisent d'originalité, d'autres renouent avec la tradition. Virée gourmande dans les pâtisseries de Lyon, Mathieu Boudet et Laurent de Bretagne. Il faut croire qu'ils n'ont pas encore le ventre plein. Même si les ventes démarrent moins vite que l'an dernier, les clients se laissent tenter. Et les boulangers sont confiants. Pour eux, janvier est d'ailleurs le meilleur mois de l'année. En fait, c'est tout le mois de janvier. Donc c'est jusqu'à fin janvier. Donc là, déjà, on a le premier week-end qui est important. C'est un énorme mois. Là, c'est un gros week-end quand même. Traditionnelle, fruitée ou au chocolat, la valse des goûts est lancée et avec elle, la valse des prix. C'est pas donné. C'est de plus en plus cher, mais bon, on se fait plaisir une fois et puis voilà. Mais au-delà du plaisir, reste la tradition. Ce boulanger a décidé de participer à une action de solidarité en reversant une partie de son bénéfice au secours populaire.
Il y avait toujours dans la tradition de la galette ce qu'on appelait la part du pauvre. Donc une part qui était mise un peu de côté pour si jamais on croisait une personne qui était un peu dans le besoin et tout ça, et donc de pouvoir partager avec elle. En l'occurrence, il me semble que le Secours populaire représente bien ça, c'est-à-dire qu'il s'occupe plutôt des personnes défavorisées et nous, on est plutôt entre guillemets privilégiés. Et ça nous paraissait assez cohérent. 50 centimes par galette seront reversés à l'association, soit un chèque d'environ 500 € d'ici la fin du mois. C'est une très bonne initiative et ça nous encourage forcément à encore moins regarder le prix. Et c'est peut-être une raison de plus pour faire du client un roi. Et on passe au sport, on commence par la Coupe de France de football. Les 32e de finale se sont poursuivis aujourd'hui. Une belle reprise pour l'équipe lyonnaise qui a fait le plein de buts. Saint-Etienne passe de justesse, Bourg passe tranquille. Résumé de la journée avec Cédric Le Poitvin. Ni la pluie, ni le vent n'auront eu raison d'eux, mais la tornade lyonnaise s'est abattue sur les Limougeaux lors des 32e de finale de la Coupe de France. Et ce n'est pas un, ni deux, ni trois, mais bien 7 buts qu'a encaissé Limoges. Dès la deuxième minute, Cornet inscrit un premier but pour l'OL, suivi d'un deuxième, un doublé. Beauvu passe à l'attaque et en signe un troisième. Guézal poursuit lui aussi avec un doublé et ce boulet de canon. Darder et Tolisso finissent le match en beauté. Un match vite expédié avec une victoire de Lyon 7-0. Limoges, club de CFA2, n'a jamais pu riposter et sort de la compétition. Jusqu'au bout, les Verts et les Bleus auront tremblé. En terre vosgienne, Saint-Etienne est allé jouer des coudes avec Raon l'étape. Neil Maupay, pour la SSE, inscrit un premier but à la 20e minute. Les Vosgiens égalisent en seconde mi-temps, un but partout. Mais les équipes ne parviennent pas à se départager, même en prolongation. Il faudra attendre la séance de tir au but et quelques gros frissons pour décrocher une victoire de justesse. Raon l'étape passe à côté de son match, Saint-Etienne s'impose sur le fil. Bourg-en-Bresse-Péronnas était en déplacement en Alsace ce dimanche. Face à Mulhouse, les Rhône-Alpins ont mis la pression dès la 3e minute sur un but de Boussa et réussi à en enchaîner 2 autres. Mulhouse, club de CFA, n'a pu inscrire qu'un seul but en fin de rencontre, sans pouvoir créer la différence. Score 3-1. Tout comme les Lyonnais et les Stéphanois, les Bressans rentrent donc victorieux en Rhône-Alpes. Un derby inédit était également au programme de cette journée. Annecy et Évian-Thonon-Gaillard, le TG qui sort vainqueur de ce duel fratricide, 4-1. Annecy a tout de même sauvé l'honneur sur un superbe coup franc. Et je vous le disais en titre, Grenoble ne rentrera pas avec la Coupe de France de hockey. Les Brûleurs de Loups se sont inclinés face aux Dragons de Rouen sur la glace de Bercy. La fin d'un rêve, Jordan Guéant et Maxime Kemener. La victoire était si proche après avoir été si lointaine. À Bercy, il reste 3 minutes à jouer, 2 partout, quand Rouen douche les derniers espoirs isérois. Triste fin au terme d'un scénario haletant. Pour se rendre à l'évidence que Rouen a une très bonne équipe, sur papier, je pense que c'est de loin la meilleure équipe du championnat. Alors pour nous, ce soir, on a pu voir qu'on peut jouer avec eux, on peut vraiment rivaliser avec eux autres. Grenoble avait pourtant bien mal commencé. 1 minute 20 de jeu et déjà un but encaissé. Le deuxième arrive très vite, 10 minutes fatales. Il n'y avait alors pas de match, seul Rouen jouait vraiment. On ne pouvait pas faire pire que les 10 premières minutes puisqu'on n'a pas joué du tout, on les a regardés. Et forcément, ça ne reflétait pas le niveau de l'enjeu et ce qu'on pouvait donner face à cette équipe. Par miracle ou par orgueil, les Isérois se ressaisissent, se réveillent. Deuxième période, le match s'inverse à la force du mental. Kalouch puis Perret, Grenoble revient au score et prend les commandes jusqu'à dominer parfois une rencontre que beaucoup pensaient alors perdue. Il y a eu beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de palais à la cage et on a réussi à revenir au score. Et voilà, après je pense qu'on a eu vraiment les occasions, moi le premier, de mettre un but pour mener au score et on n'a pas réussi à le faire. Malheureusement, le fait est que dominer n'est pas gagné, donc voilà, ça fait partie du jeu, ils ont réussi à tenir et à enfoncer le clou à la fin. Grenoble a donc manqué de chance, Rouen fut riche de son opportunisme. Au final, les Isérois s'inclinent 4-2 face à la rigueur normande. L'envie n'a pas suffi.
Val Thorens fête son champion. Adrien Théo a remporté mardi la descente de Santa Caterina en Italie et pris la première place du podium. Toute la station l'a donc accueilli avec fierté et enthousiasme. Pour ceux qui le connaissent, il a même réalisé sa meilleure performance. Le récit d'Aurélie Massé et de Fabrice Liégard. Après la ferveur italienne, le bonheur de partager une victoire avec les siens. Bonjour, Salut, tu cries pas? Chez lui, à Val Thorens, Adrien Théo savoure le 3e succès de sa carrière en Coupe du Monde. Ça va? Ça va. On n'est pas là tous les jours non plus à Valto vu qu'on est en déplacement, donc voilà, ils sont contents de nous voir, ils nous félicitent, moi ça me fait plaisir aussi, et puis le but c'est de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens, donc voilà, ils nous le rendent bien et c'est super sympa. Vous, ça va? Ça bosse, beaucoup de fierté aussi au club de ski de la station où Adrien évolue depuis ses 13 ans. Pour tous ceux qui le connaissent, il a réalisé mardi sa meilleure descente. Bonjour. Bravo Adrien, la classe. Ouais, merci. Alors, il y a eu des courses fabuleuses, il y a eu la médaille de bronze au championnat du monde, il y a eu le podium à Kitzbühel, il y a eu la première victoire à Lenzerheide, donc tout ça c'est des fabuleux souvenirs, mais cette course-là c'est la plus belle parce que c'est la plus maîtrisée à mon avis. Dans des conditions, c'était apocalyptique, hein, donc c'est la plus maîtrisée. Donc oui, c'est la plus belle pour moi, oui, oui. La plus belle, mais peut-être la plus difficile. Pour les fans du descendeur, c'est un ski d'extraterrestre que le Savoyard a produit à Santa Caterina. Une descente comme ça qui est, où on se fait malmener de haut en bas depuis le départ jusqu'à l'arrivée, c'est dur d'avoir des bonnes sensations. Donc je savais que j'avais fait en gros ce que je voulais, mis à part sur la dernière section. Mais voilà, je me sentais bien, j'ai eu mal aux jambes comme tout le monde, ça a été très dur. Mais voilà, c'est vrai qu'après, en passant la ligne d'arrivée, c'était compliqué de dire si j'avais fait un très bon temps ou pas. Cette performance offre à l'équipe de France sa première victoire de la saison en Coupe du Monde. Un événement célébré comme il se doit à Val Thorens. Merci. Pour Adrien Théo, les choses sérieuses reprennent demain à Albertville avec de l'entraînement physique. Retour à la compétition le 15 janvier à Wengen. C'est une tradition à Aix-les-Bains, la plongée de l'an 9, la première de l'année pour les amateurs de la région, et surtout une plongée déguisée. Pour la 10e édition, des monstres ont envahi le lac du Bourget, et l'eau froide ne leur a pas fait peur. Nicolas et l'Andalousie et Nathalie Rapuc, eux en revanche, se sont contentés de regarder. Donc ça sera un petit 20 mètres maximum. Et voilà. Une plongée à 20 mètres dans une eau à 9 degrés, pas mal pour débuter l'année. Et pour ajouter un peu de piment à la traditionnelle plongée de l'an 9 d'Aix-les-Bains, depuis une dizaine d'années, les plongeurs doivent se déguiser, ou plutôt se métamorphoser, car le thème cette année, ce sont les monstres. C'est un déguisement de poulpe, en fait. Et il manque la cape, il n'est pas complet encore. Je suis déguisée en monstre rose. Ça se voit pas mal, je trouve encore, ouais. Non, c'est un petit jeu. J'aime bien le rose, donc j'ai trouvé ça et j'ai trouvé que c'était pas mal. Shrek, parce que c'est un film que j'ai aimé. Voilà, et je dis, c'était les monstres, je dis, tiens, on va faire Shrek. Gentilles ou méchantes, ce sont toutes sortes de créatures étranges qui se dirigent vers le ponton pour plonger, sous le regard impitoyable des juges qui doivent élire le meilleur déguisement selon des critères bien précis. Le thème, savoir si le thème du monstre est bien respecté. Le deuxième point, toujours sur la deuxième chose, l'originalité, toujours sur 5 points, savoir si le costume est original, tout simplement. Savoir si le costume tient à la plongée, parce que c'est bien beau de se déguiser, mais après il faut pouvoir aller sous l'eau. Et le 4e point, c'est sur la confection. Les monstres peuvent ensuite envahir le lac du Bourget. Tant pis pour les poissons et les écrevisses. Il a mangé qui, le monstre? Quelques écrevisses. Elles étaient très bonnes. À bientôt. C'est dur de ressortir quand on est musclé. Hein. On est un peu trop gros. Non, très bien, elle est très claire l'eau. Très bien, on a vu des petites écrevisses et voilà. On termine avec la leçon du jour. Shrek sait nager. Il est bien remonté à la surface. Maison de pierre et transhumance, c'est la crèche version provençale. Henri J en fabrique une depuis des années et vous n'avez plus que quelques jours pour l'admirer dans l'église de Saint-Christophe-sur-Gué, en Chartreuse. Denis Vigneaud-Duguet et Yves Maréglot, eux, y sont allés. Voici Henri, le portrait parfait d'Henri G, le créateur de la crèche de Saint-Christophe-sur-Gué. L'homme d'une passion qui remonte à son enfance. Depuis tout petit, avec mon frère, dès qu'on était en âge de pouvoir faire la crèche à la maison, on a fait la crèche, on l'a toujours fait. Depuis 40 ans, Henri élabore la crèche de l'église de son village. Mais depuis 8 ans, il l'enrichit chaque année un peu plus. Petit à petit, de nouvelles scènes apparaissent.
Avant d'arriver à la Nativité, le visiteur chemine et découvre le campement gitan, puis la mine de diamants, la transhumance, la place du village ou encore la fenaison. Durant des mois, Henri façonne dans son atelier les petites maisons à partir de calendriers en carton. Je découpe chaque face et après je les assemble avec ce que j'appelle des petites équerres. Vous voyez. Une fois que c'est tout assemblé, j'enduis de colle et je saupoudre avec du sable fin. Une fois sec, je peins, on appelle ça peindre à sec. C'est-à-dire qu'on met très peu de peinture sur le pinceau et au lieu de passer le pinceau bien droit, on passe le pinceau, vous voyez, comme ça, on caresse. Aujourd'hui, la crèche compte plus de 70 bâtisses toutes éclairées. Seuls les 100 ans sont achetés. Plus de 350 personnages et 250 bestiaux, dont des moutons faits sur mesure par une centenière de Provence. Comme c'est une lavogne et qu'ils sont censés boire, donc je lui ai demandé à ce qu'elle me fasse des moutons qui boivent. Autrement, les moutons, ils ont toujours la tête en l'air à peu près. Donc là, il faut qu'on ait l'impression qu'ils sont bien après boire dans la lavogne. Alors la lavogne, là, elle est faite avec des suppositoires de glycérine. La relève est d'ores et déjà assurée. Doriane, la petite fille d'Henri, est une habituée de l'atelier de son grand-père où elle fabrique chaque année sa propre petite crèche. Là, il y a Pierre-Louis, oui. Marcella, Rafa. Et puis celui-là. C'est moi? Ben c'est toi, oui, c'est toi, voilà. La provençale d'Henri le créchiste est à découvrir jusqu'au 24 janvier inclus à l'église de Saint-Christophe-sur-Guiers, en Chartreuse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle